Les chemins de fer du Nord organisent des pèlerinages dans les régions dévastées. Le trajet de Paris à Chaulnes s'effectuera dans un train composé de voitures de 3 classes, et de Chaulnes à la Ferme Rouge et retour dans un train formé de wagons spécialement aménagés de type baladeuse, à partir du 15 juin tous les dimanches et jeudis jusqu'à nouvel avis. La voilà la gare, où vont débarquer les touristes des chemins de fer du Nord. Le voyage culturel commence ici. La même, côté quai. Si le bâtiment est en ruine, les voies ferrées, elles, ont été très rapidement rétablies. La pancarte Hofbahnhof, gare principale, posée par les Allemands n'a toujours pas été retirée. L'ombre d'une poutrelle de la verrière embarre les inscriptions, comme pour tirer un trait définitif sur le passé de l'occupation. Débarquant du train, les touristes, portant cabas et paniers d'osier contenant le pique-nique, traversent les voies. Touristes, ils viennent ici s'apitoyer sur les destructions, commenter les champs de bataille. Voyeurs aussi, ils dévisageront avec compassion la misère des pauvres gens vivotant dans leurs huttes dérisoires. Le contrôle des billets effectué, les nombreux voyageurs en rang serré se répandent en ville en remontant à pied l'avenue de la Gare. Ils traverseront alors le pont de Fortune, qui enjambe la Cologne. Puis nos voyageurs arriveront rapidement dans le bas de la rue Béranger, en face de l'ancienne gendarmerie. Le 27 juillet 1919, visite de Clémenceau. Le train de Monsieur le Président du Conseil est arrivé de grand matin à la gare de Péronne. Le Président était accompagné de 4 ministres et de beaucoup d'autres membres de son cabinet. Préfet, sous-préfet, le maire Charles Boulanger, avec tout son conseil municipal, sont venus l'accueillir. Malgré l'heure matinale, une foule nombreuse est déjà dans la gare et salue le président. Surnommé le Tigre pendant la guerre, puis le Père la Victoire, M. Clémenceau manifeste le désir de parcourir les rues à pied. Et le voilà parti, respectueusement salué par tous les habitants. À l'hôtel de ville, en quelques mots, le maire énonce les desiderata des habitants de la région et de la ville. Construction d'habitations provisoires en matériaux durs, pour l'hiver. L'enlèvement des obus. L'entretien des 80 000 tombes semi-abandonnées du secteur. Les nouvelles armes de Péronne. Un mois après la visite du Père la Victoire, la ville martyre, grâce à l'appui du président du Conseil et ministre de la Guerre, reçoit sa seconde médaille. Après la Légion d'honneur obtenue en 1914 pour sa bravoure pendant la guerre 1870-1871, Péronne, le 23 août 1919, accroche à son blason la Croix de guerre 1914-1918. Ces 2 photographies artistiques résument à elles seules l'état de la ville. Aspect de la Grande Place. Même si l'environnement est bien triste, la vie s'organise comme avant-guerre, en famille. Le marché hebdomadaire revenant, le commerce reprend,
et améliore l'ordinaire. Un coin de la grande place déblayé en 1919. Quelques commerces ont repris leur activité. La pancarte « Soldatenheim, maison du soldat » fixée sur l'ancien commerce de meubles n'a toujours pas été retirée. Autre vue de la grande place déblayée. Quelques mois plus tard, les écriteaux, pharmacie chaîne et café de la place remplacent la pancarte Soldatenheim. Mais l'enseigne allemande, Marketen der Rails, est toujours en place. Le café du Petit Saint-Jean, adossé à l'hôtel de ville, est de nouveau ouvert. Son toit provisoire est protégé par du carton bitumé. Sur la place, devant l'hôtel de ville et le café, sont installés des tonneaux. Les tonneaux ont disparu. Le café du Petit Saint-Jean est toujours ouvert. Il est toujours le siège de l'association des pêcheurs péronnais. Précédé par la fanfare, canne à pêche à la main, le cortège se rend au canal pour le concours traditionnel. Mais les participants sont moins nombreux. La foule, l'esprit et l'ambiance d'avant-guerre ont disparu. Restauration provisoire de la maison Lemaire au numéro 1 de la Grande Place. Devant la porte du magasin de nouveautés, les propriétaires et leurs enfants posent pour la photographie. Un coin de la Grande Place avec un tank offert à la ville par l'Angleterre. Ce tank d'origine anglaise, destiné à la ferraille, capturé en son temps par les Allemands rouillés depuis près de la sucrerie. Beaucoup de récupérateurs, de ferrailleurs et d'artificiers œuvrent dans les villes et les campagnes. Les récupérateurs ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont venus là pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, les gens s'étaient fait ferrailleurs. Même les enfants allaient dans les champs pour ramasser des éclats d'obus, et même des obus entiers. Zone rouge, film de Gérard Rougeron, FR3, 1998. Chaque semaine, la Gazette relate un incendie ou un drame. Par exemple, l'explosion, le 3 juillet 1921, du dépôt de munitions de l'Orgibé, sur la route de Cléry. Plus grave, une explosion fait 10 victimes, 6 corps déchiquetés. La remise en culture et en prairie des terres sera longue et périlleuse. La guerre n'est pas finie pour tous. Combien d'hommes vont encore mourir pour transformer les champs de bataille en champs de blé? La paix est revenue, mais les champs de bataille sont toujours en guerre. Les villes, les campagnes ne sont pas encore sécurisées. Et pourtant, parmi la mitraille abandonnée et les herbes folles, fleurissent comme un espoir les fleurs de France. Bleuets, marguerites et coquelicots embrassent de nouveau de leurs éclats pacifiques les zones de feu. Le coquelicot ou poppy sera pour les Anglais le symbole du souvenir des morts de la Grande Guerre. Le 11 novembre, fin de la guerre, sera surnommé Poppy's Day. Le bleuet en France aura la même symbolique. Le 11 novembre, les enfants des écoles vous vendront des bleuets en papier. L'argent ainsi collecté ira aux orphelins, invalides et aux gueules cassées. La marguerite, troisième couleur des 2 drapeaux alliés, sera la grande oubliée des champs d'honneur. Les commémorations se succèdent. Les Français veulent oublier la guerre. Mais la guerre est partout. Tout le monde est ancien combattant et tout le monde a des proches blessés.
invalides et des morts dans sa famille. Plus de 1 120 000 soldats étrangers et français sont morts rien que dans les batailles de la Somme. 420 000 côté britannique, 500 000 côté allemand, 204 000 côté français. Autour de Péronne, dans un rayon de 25 km, il y a 92 mémoriaux et cimetières, où plus de 30 nations et ethnies sont représentées. Dans le département de la Somme, 300 localités sont complètement détruites. 40 000 maisons sont entièrement en ruine. 300 000 hectares de terre farcis d'éclats. La couche de terre végétale est volatilisée en maints endroits. Source: La vie à Péronne et dans sa région pendant la guerre 14-18. Ambry, Lavalard, Locuty, Morion, Terby, 1988. L'hôtel de ville et la rue Saint-Sauveur. Le bâtiment effondré sur la droite était occupé par le bureau de poste. Les ruines du café moderne, tenu avant-guerre par M. Brice. Photographie prise en 1919 de la rue de la Caisse d'Épargne. Autre vue du café moderne, plus traditionnelle, prise du quartier Saint-Sauveur. Titre de la Gazette, avril 1921. La ruine des ruines. Le mot ruine indique que là où tout a été détruit, les ruines représentent une valeur, si minime soit-elle. Aujourd'hui, dans nos pays délaissés, abandonnés aux intempéries, nos ruines s'effritent, disparaissent, meurent. Nos ruines sont ruinées. Nous espérions relever ces ruines. Nous étions assez naïfs pour penser que l'État ne nous ménagerait pas son concours. Il nous faut déchanter. Zone rouge. Film de Gérard Rougeron, FR3, 1998. La porte de Bretagne, côté ville. Un couple d'habitants du quartier posant devant les ruines. Un coin du vieux Péronne. À droite de la porte de Bretagne, nous découvrons ce qu'il reste de la très renommée quincaillerie, passé Lobé. La porte de Bretagne, vue de l'extérieur de la ville. Les proches fortifications sont aussi dans un triste état. Panorama du haut de la caserne en direction de la porte de Bretagne. Le château en 1919 n'est pas très touristique. La forteresse appartient à l'armée qui l'utilisait comme magasin militaire. Quelques années plus tard, l'automobile se modernise et amène les premiers visiteurs. Mais le château délaissé est toujours aussi triste. La tour à droite du porche d'entrée est effondrée. Les toits se délabrent de plus en plus, et les douves sont comblées par des matériaux et gravats de toutes sortes. En 1929, rien n'a changé. Les fossés et remparts du château, côté ouest, n'ont toujours rien à envier au reste de la citadelle.
À 2 pas à gauche de l'hôtel de ville avant-guerre, impasse du Chaudron, l'hôtel Saint-Claude a élu provisoirement domicile en 1920 dans l'ancien hôtel particulier de Haussy, au 5 de la rue des Chanoines. La photographie de la façade est prise de la cour intérieure. Les toits réparés provisoirement sont couverts de carton bitumé. À la sortie de la guerre 14-18, la monnaie métallique manque cruellement. Certaines entreprises ont du mal à payer régulièrement le salaire de leurs employés, faute d'appoint. La valeur du métal, or ou argent des pièces de monnaie, est supérieure à leur contre-valeur faciale, si bien que ces pièces ne circulent plus et sont thésaurisées par leurs heureux propriétaires. La Banque de France, soudain démunie, autorisera les chambres de commerce à émettre des coupures de 2 francs, 1 franc et 50 centimes. Par délibération de la Chambre de commerce de Péronne du 27 juillet 1920, des billets de nécessité, valables dans l'arrondissement, sont émis. De même, des jetons en aluminium de 5, 10 et 25 centimes seront frappés aux armes de la ville, avec la mention « Péronne, Union commerciale et industrielle ». Billets et jetons de nécessité seront retirés en 1925. Stigmate du démantèlement, avant que celle-ci ne s'écoule sous émissaire bétonné, la rivière du Cam est franchie par un pont bien instable. Le bâtiment en construction au centre de la photo est celui de la brasserie de Péronne, qui deviendra en 1926 brasserie Declercq. La Gazette, 1921. Dans notre contrée, les routes sont dans un état lamentable. Il y a pour les agrémenter des tas d'obus disposés là, de distance en distance, souvent avec plus d'art que de méthode, comme pour rappeler aux voyageurs que la guerre dans les pays de la zone de feu n'est pas encore terminée. Zone rouge. Film de Gérard Rougeron, FR3, 1998. Dans la Somme, 200 000 hectares de terres labourables sont à niveler, à remettre en culture. 60 millions de mètres cubes de tranchées et de trous d'obus sont à combler. 205 villages, 330 écoles, 337 mairies, 274 églises, 42 bureaux de poste, 9 hôpitaux et 431 édifices publics sont à reconstruire. 32 747 habitations provisoires sont fournies aux sinistrés, dont 9 620 UTNISAN. Source: la vie à Péronne et dans sa région pendant les guerres 14-18, Ambry, Lavalard, Locuty, Morion, Terby. 1988. Pour loger les anciens Péronnais qui reviennent, appelés alors réintégrés, on bâtit des nouveaux quartiers dans des zones libres de toute construction. De la terrasse du château, on voit la nouvelle rue du Tigre, ou Clémenceau, tracée sur l'emplacement des anciens remparts démantelés en 1911, et la rue du Parchy, de l'époque. La rue du Tigre et la rue du Parchy sont bordées d'habitations en demi-tonneau. Ces habitations sont aussi appelées Nissan. Ces huttes Nissan ont été employées pour la première fois par les Britanniques pour loger les troupes lors de la préparation de la bataille de la Somme en 1916. Le nom vient de leur concepteur britannique, le major Peter Nissan. La nouvelle église provisoire, en bois et carton bitumé, a été construite au milieu des Nissan, rue du Tigre. La nouvelle cité administrative et provisoire s'installe dans les bois du Quinconce. Tribunal, greffe, prison,
Recettes des finances, hypothèques, émergent des bois et terrains de jeu dévastés. Ici, nous voyons la commission cantonale des dommages de guerre. Vue générale du quinconce. Naissance alignée. Si le nom a été conservé pour désigner le quartier, rien ne rappelle le parc et les jardins du quinconce. Ce qui restait des bois a été abattu pour construire dans l'urgence. Seul, le jeu de paume est préservé et occupe toujours son ancien emplacement. Les rues de la Liberté, de la Fraternité, du tribunal, de la prison, les allées des soupirs, des curieux, des commissions, l'impasse des tilleuls remplacent les bois détruits. La sous-préfecture va trouver quelque temps un refuge provisoire au quinconce, dans la clinique du docteur André, au pavillon Marie-Marguerite. Dans la rue de la Liberté, le château d'eau est un rescapé de la Grande Guerre. Panorama de Péronne, vue du haut du château d'eau. Ces huttes Nissan sont parfois appelées tonneaux ou encore métros. Ici, les métros des réintégrés sont installés au quartier du Marin. Habitation provisoire dans les Nissan de la petite rue de la Gendarmerie. Scène de vie quotidienne dans les Nissan en 1924. Lessive en plein air dans le quartier du Trou-Baudelot. Autre vue misérable du quartier du Trou-Baudelot en 1924. Imaginez cette même scène, sous la pluie ou dans la neige. La vie est rude pour les habitants de ces huttes provisoires. Des tonneaux, on va en installer partout. Quand on pense qu'au Moyen-Âge et plus tard, c'était la vigne qui poussait là. Ici, la nouvelle rue Saint-Furcy en construction, comme le dit la carte postale. On ne voit pas de Nissan, mais des baraquements Adrian en bois, avec quelques murs en briques, pas très épais. La nouvelle rue Saint-Furcy, ou plutôt la rue du Tigre, où l'on va construire la nouvelle église provisoire. Certains aimeraient que le nouvel édifice religieux soit dédicacé Église Saint-Furcy, et aussi, pourquoi pas, situé dans la nouvelle rue Saint-Furcy. En 1920, dans la rue du Parchy, s'installe un cinéma music-hall, équipé du matériel de projection le plus moderne, où l'on peut voir avant le film muet des actualités de Paris et du monde entier. Cinéma, théâtre, concerts, matchs de boxe s'y déroulent et participent à la vie sociale des habitants et des nombreux ouvriers qui relèvent nos contrées. Cette salle administrée par M. De Villers fait oublier le temps d'un rêve, la vie difficile dans les ruines.